Ah là 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 là, le retour du phénomène, le retour de l'anomalie. 17:38. I'm like, hey, what's up? Since your pretty eyes, soon as you came in the door, I just wanna chill, got a circle, what's the Les gars, je sais pas vous, mais avec le retour des animés qu'on a en ce moment, je sais pas, je me sens comme... L'épisode 1, la saison reprend tout de suite sur le même ton que la fin de la saison dernière. Après les dégâts de Conquest, on voit que le ton est assez morose, assez triste. Les héros de la Terre essayent de se relever. Ils essayent de récupérer des dégâts, des pertes de héros qu'ils ont eu, de l'invincible War, de tous ces trucs-là. C'était chaud, c'était vraiment chaud honnêtement. Mais petit à petit, ils sont en train de reconstruire, ils sont en train de se refaire une identité. Voilà, en mode état des lieux, on voit qu'Olivier a déjà grandi. Il est plus très violet, il est violet mais un métis entre le beige et le violet. Il est chelou ce petit-là, en tout cas il a bien grandi. C'est devenu un vrai héros, on voit qu'il se relaie avec Marc, qui participe activement, qu'il arrête de faire le grognon, même si ça reste un adolescent. Intéressant. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir la pression qui est sur les héros. Alors, on a Oliver et Marc, donc, qui sont très occupés. On les voit constamment prisés, que ce soit pour leurs appels, au niveau de leur société super-héroïque. On voit que les héros de la Terre, donc les gardiens, pardon, de la Terre, ils ont encore remodelé l'équipe, hein. Cette équipe elle fait que de changer, elle est toujours aussi gaze. Cécile, franchement, on lui donne des pâtes et du beurre, il arrive à te faire des trucs, des restaurants 5 étoiles, lui franchement faut l'applaudir, même si parfois il utilise des méthodes pas ouf, franchement on peut pas lui en vouloir. Mais voilà, tout le monde est à son train-train quotidien, on a Déborah aussi qui continue de fricoter avec, j'ai oublié son prénom en tout cas, qui remplace donc... Omniman. Bon, ça n'a pas l'air de déranger grandement les garçons, il a de la chance parce que avec des beaux-fils comme ça, il aurait pu se faire allumer rapidement. Et là, on va entrer tout de suite dans des considérations psychologiques au niveau de Marc. Avant ça, moi je trouve que dans Invincible, il y a un gros problème, c'est la constance de la puissance de Marc. Franchement, je souffle un petit peu quoi. Parfois, il te one-shot n'importe qui, il te fait des trous dans le bide, il te fait des donuts, il t'arrache la tête. Et par moments, il se fait malmener par des randoms là comme ça. Je sais pas si c'est pareil dans les comics, moi je suis pas un lecteur. D'ailleurs, spoilez pas dans les commentaires. Je suis pas un lecteur, mais franchement, ça c'est un truc qui est un peu chiant. Un peu même beaucoup chiant. On a donc Marc qui se questionne sur le fait de tuer, hein, donc encore... l'éternel débat, est-ce qu'un héros peut se permettre de tuer? Est-ce que ça fait pas de toi un vilain entre guillemets, ou ça te met au même niveau qu'eux? Voilà, donc Marc qui est toujours dans ce questionnement là, qui va auprès de Art, si je dis pas de bêtises, le costumé donc, et qui veut lui dire je suis pas digne de ce costume là en fait, j'en suis pas digne parce que j'ai des mauvaises pensées, parce que j'ai fait des mauvaises choses, mais j'ai pas été le meilleur héros, etc. Donc c'est intéressant, on voit que Marc il a énormément évolué depuis la saison 1, entre le garçon naïf et faible qu'il était, et maintenant le jeune adulte, entre guillemets, qui commence à se poser des vraies questions philosophiques sur ses valeurs internes, ses valeurs profondes, et ça va être développé dans les épisodes suivants. D'un autre côté, je parlais de Cécile plutôt, donc le mec, comment dire, alors oui, il faut savoir utiliser de méthodes plus ou moins borderline pour faire la tâche qui lui a été confiée. Mais avoir gardé Conquest, ça c'était complètement stupide. Donc, on a Conquest qui a fini par se régénérer. Ils avaient gardé juste sa tête bloquée comme ça. Le mec, c'est l'un des Viltrumites les plus puissants. Donc forcément, il s'est échappé. Il est retourné sur sa planète. On va voir comment ça va tourner, donc certainement qu'il va revenir, il fera partie de la guerre. J'espère que Cécile ne va pas tomber entre les mains de Marc parce que ça va pas le faire du tout. On a ensuite droit au flashback donc de Omniman, de Nolan, de la planète Viltrumite. Je crois que c'était mon épisode préféré de tout Invincible. Des 4 saisons, il était superbe. On a eu du lore, on a eu des combats, on a eu des révélations.
On a eu des backstories, c'était trop bien. On apprend donc un peu plus sur la culture, sur la civilisation Viltrumite. On apprend donc qu'ils avaient un empereur, donc Argal, qui faisait régner la terreur en quelque sorte, et qui a été trahi par un traître. Ça me rappelle vraiment l'histoire des mares, vous savez, avec les titans et le héros, j'ai oublié son prénom. Ça m'a fait penser à ça, je sais pas trop pourquoi, mais c'est intéressant, on voit qu'ils ont une mythologie, même au sein des Viltrumites. Et là, on voit leur manière de fonctionner, mais depuis l'enfance. C'est un système basé sur la propagande et le bourrage de crâne, littéralement. Depuis enfant, ils sont conditionnés à se battre, à être des guerriers sans sentiment. On leur apprend à être des suprémacistes, on leur apprend à faire des massacres et on leur fait comprendre que c'est ok. On leur apprend que la survie doit passer avant tout. Et même au niveau des liens donc familiaux, c'est ta puissance qui fait de toi quelqu'un de digne, quelqu'un qui a de la valeur. Et c'est complètement dingue. C'est encore plus intéressant parce que tout ça, ça nous est raconté à travers le prisme de Nolan, donc de Omni-Man. J'avais pas forcément compris que c'était lui au départ. C'est vrai qu'il ressemble à Mark, mais j'avais pas fait le lien. Et là, on voit ses deux parents arriver, le tabasser. Donc c'est le rite de passage à l'âge adulte pour les Viltrumites. Si tu arrives à survivre à ça, tu es considéré comme un adulte Viltrumite. C'était court, mais en même temps, c'était totalement suffisant pour comprendre dans quel environnement il a grandi et qu'est-ce qui fait que il a ces trucs ancrés en lui. Et en ayant vécu sur Terre, c'est deux visions qui se confrontent totalement. Bon, certes, la Terre, c'est pas le paradis, c'est pas un beau champ de tournesol, mais c'est pas le genre de valeurs qui sont acceptées facilement sur Terre en tout cas. Donc on a ce premier élément et ensuite on comprend pourquoi il reste si peu de Viltrumites. Donc ça nous avait déjà été dit dans les saisons précédentes, mais là on voit réellement ce qui s'est passé et c'est à cause d'un virus qui a été déclenché donc par le traître qu'on verra plus tard. Un virus appelé le fléau qui a tué des milliards de Viltrumites. Donc déjà première chose, ils étaient des milliards de milliards, donc ça c'est une dinguerie parce que des gens aussi puissants qui sont autant, j'ai envie de vous dire heureusement. Et deuxièmement, on voit qu'ils s'en foutent, ils sont en mode survie. Tous ceux qui étaient infectés, tous ceux qui étaient malades, qui mouraient, c'était dehors, poubelle. Et là, il y a une scène qui m'a vraiment marqué, c'est quand on les voit se servir de tous les corps, donc des milliards de Viltrumites qui sont décédés, pour en faire un anneau autour de leur planète. Donc ils ont transformé la planète, Viltrumite ou Viltrum, en Jupiter, avec des corps. C'est des malades. On voit que ce virus-là, il n'a pas tué tout le monde, mais même ceux qui ont survécu, qui ont développé une immunité, ils ont été grandement affaiblis. On voit Conquest notamment. On comprend comment il a été blessé au niveau de son œil. C'était donc face au Ragnar, une espèce qui a l'air surpuissante, qui a l'air capable de poser beaucoup de problèmes aux Viltrumites. Et là, je vous parlais de suprémacistes plus tôt. On va être totalement dans le thème. Il y a une question qui va se poser, c'est comment repeupler la planète, comment faire en sorte que la race se redéveloppe. Et là, on a la réponse de la venue de Nolan sur Terre. Il venait pas simplement les conquérir, il venait pas simplement les faire se soumettre, il venait faire le gigolo, ce coquin. Et ouais, Nolan, de base, son objectif, c'était d'engrosser le plus de femmes possible parce qu'elles sont compatibles, les femmes humaines sont compatibles avec les Viltrumites. C'est une dinguerie. Donc on termine le flashback donc de Nolan, de la planète Viltrum sur ça. Et là, on apprend donc que le traître, c'était donc bel et bien Thaddeus et qu'il avait créé le virus pour mettre fin à sa race. Ça a échoué, mais il était à ça de réussir, franchement, chapeau. Il nous explique qu'il en a prévu un autre qui est encore plus puissant et qui cette fois laissera aucun survivant, mais qu'il n'utilisera qu'en dernier recours dans cette guerre. Et qu'il préférait donc utiliser des moyens plus conventionnels et récupérer les armes capables de vaincre, de blesser, d'inquiéter les Viltrumites. On aura donc le rayon du motard cosmique, des sortes de scarabées poissons, j'ai pas trop compris, ils ont un certain poison en tout cas, qui vont créer des armes avec. Les Geldariens donc, avec notamment Tech Jacket, qui est un héros de la Terre si j'ai bien compris, qui va peut-être se joindre à leur cause. Battle Beast, et ouais forcément, bon,
Je sais déjà que c'est le top 2 du verse. Oui, Battle Beast. Et enfin, les Ragnar, comme je parlais plus tôt. Donc le recrutement va se faire petit à petit. On va voir que Omniman, il avait déjà pris ses précautions quand il était encore avec l'Empire Viltrum de éliminer toutes ces menaces-là. Donc il avait emprisonné le motard cosmique sous 1000 tonnes de roches. C'est un fou furieux. Le mec, il a survécu pendant tout ce temps-là, en tout cas. Je crois que c'est 100 ans, si je dis pas de bêtises. C'est un truc de fou. Mais bon, le mec, c'est un révolutionnaire dans l'âme. Donc, voilà. Ils lui ont expliqué que Nolan avait retourné sa veste. Il va certainement rejoindre la cause. Les scarabées poissons, ça a été facile à récupérer. Ils ont dit qu'ils allaient faire des flèches avec. Très bien. Tech Jacket, pour moi, c'est déjà joué. Et Battle Beast, il suffit juste de chercher des endroits où il y a le feu et le sang. En gros, tu vas là où il y a de la bagarre, tu vas trouver Battle Beast. Lui, si on lui dit qu'il y a des Viltrumites à aller taper, il va rejoindre la cause. Pour moi, c'est déjà bouclé lui aussi. Il n'y a que les Ragnar, donc, qui n'ont pas réussi à récupérer. De 1, leur planète a une gravité sensationnelle. C'est ça qui fait qu'ils sont surpuissants. C'est ça qui fait que quand ils les ont affrontés, ils étaient en galère. Ils avaient du mal à repartir en volant parce que la gravité est tout autre. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à en récupérer. Bon. Donc on était un peu dans une quête, une quête de MMORPG, aller récupérer les objets maudits, les objets sacrés pour affronter les grands méchants. Pendant cette quête, on a eu beaucoup de comiques, avec Nolan qui dormait dans la même chambre que Allen. Il faisait des dingueries avec sa copine à côté. T'avais Nolan qui n'arrivait pas à dormir. Bon, c'était léger, c'était drôle, un petit ton comme ça fait pas de mal. Ça m'a rappelé vraiment les premières heures du MCU avec un humour léger, pendant des thèmes très sérieux, sans exagérer, jusqu'à la fin de la phase 4, on va dire, où ils sont partis totalement en vrille. Mais bon, je me ressens sur le sujet. Et donc, on a l'Alliance qui est en train de prendre en puissance petit à petit. À côté, on a Conquest qui est arrivé sur sa planète et qui confronte donc le grand régent, Monsieur Trag. Alors lui, vous connaissez les fans d'Invincible, j'ai pas pu échapper. J'ai déjà vu 10 000 edits sur lui, j'ai déjà vu les trucs avec son barbeur. Je sais déjà qu'il est surpuissant. Voilà, je sais quasiment tout sur lui. En tout cas, son apparition, elle était très cool. Il est quand même plus stylé dans les comics. Donc par la suite, on a un mini arc avec l'Ordre, Titan et The Voice. Là, je sais même plus c'est quoi son nom. Je l'appelle The Voice avec sa voix un peu le fou furieux là. Donc il y a des stratagèmes, des guerres de pouvoir, etc. Je vais passer rapidement. En tout cas, le vieux Liu là, le dragon, il est trop fort. C'est une dinguerie. Lui aussi, il faut le recruter. Il est trop fort. À chaque fois qu'il apparaît, il met le sale à tout le monde. Il est trop puissant. Il faut le recruter dans l'Alliance. À côté de ça, on a Mark, donc qui continue sa descente aux enfers entre guillemets, et c'est le bon terme, vu le dernier épisode, on va y revenir plus tard, et qui va passer de tueur impulsif, donc quelqu'un qui avait commis des actes de meurtre, ou en tout cas pas loin, sous le coup de l'émotion, de l'impulsion pour protéger, à Mark qui tue de manière calculée pour la première fois pendant une invasion de virus. Il va tuer un civil d'une manière totalement froide. Et ça marque un tournant dans le personnage, je pense. Parce que voilà, maintenant on sait que Mark, on sait que Invincible est prêt à aller aussi loin qu'il le faudra pour atteindre ses objectifs. C'est ce que j'aime avec Invincible. Par rapport à d'autres comics, à d'autres histoires de super-héros en tout cas, qui sont très enfantines ou manichéennes entre guillemets, on a ce côté du il faut pas tuer, etc. Là, dans Invincible, on va aborder des choses qui peuvent déranger. C'est vrai que moralement ça pose des questions, ce côté t'es un super héros mais tu tues de manière froide. Mais quand tu regardes objectivement, c'était la chose à faire pour pas prendre de risques, pour éviter la catastrophe. C'est pour ça que j'irai sûrement lire le comics pour voir. Je pense que c'est pour un public plus avisé, c'est pas des histoires très enfantines. Et Invincible à ce niveau-là, ça aborde ces choses-là, ces choses un peu dérangeantes avec tellement de justesse. À côté de ça, on a eu donc les Flaxans qui sont revenus pour la 1000e fois, mais par pitié. Fumez-les, on en a marre d'eux, c'est pas possible. Ils sont trop gays, ils reviennent à chaque fois, ils nous saoulent. En tout cas, ils ont envahi la Terre encore une fois. Ils ont mis leur bordel, on a fini par les goumer. Et à la fin, on a Rex, donc Wobot, Monster Girl, qui vont rester bloqués dans leur dimension. J'ai entendu que ça allait engendrer un super arc, mais j'attends de voir.
Personnellement, moi, les flaxants, je souffle un peu, quoi, hein, ça m'a saoulé. J'attends de voir ce qui va se passer dans leur dimension. Est-ce que ça va engendrer des événements importants? Pourquoi pas. Et on a Wobot qui est en train de prendre en personnalité, j'ai l'impression. C'est peut-être un des éléments qui va être développé justement donc c'est dans cet arc-là. Mais moi, j'ai pas envie de m'arrêter sur ça spécifiquement. Franchement, le flaxon, quoi, le flaxon. Et là, élément très important aussi que j'ai pas mentionné, c'est Eve. Donc, attends, Eve qui apparemment est enceinte. Donc, on avait vu depuis le début de saison qu'elle maîtrisait plus du tout ses pouvoirs. Au début, on peut se dire que c'est par rapport à sa mort face à Conquest, et ensuite sa renaissance, ses pouvoirs qui sont éveillés, etc. Eh ben non. On voit dans l'épisode donc qu'elle tient un test de grossesse, hein, si je dis pas de bêtises, et qu'elle va aller voir ensuite l'ami de Mark, donc William, pour lui annoncer cela. Ça, je pense, ça tombe un moment assez particulier parce que la guerre va être déclarée contre l'Empire Viltrum. Mark, il est pas dans sa meilleure phase psychologiquement. On va avoir besoin de toutes les forces en place. Si Eve est enceinte, ça va être chaud. Je me demande vraiment quelle direction ça va prendre. Pourquoi maintenant? Bon, ça rajoute un caillou dans la chaussure de nos héros. À voir comment ils vont se débrouiller à ce niveau-là. Surtout compte tenu de l'état, encore une fois, de Mark actuel. En parlant de son état, donc dans le dernier épisode, l'épisode 4, c'est l'épisode de Sataniste. L'épisode-là, il était dingue, hein. Franchement, il était dingue. Donc ça aussi, j'ai entendu que c'était pas dans les comics. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ajout, en tout cas. Ça donne de la substance, ça donne du lore aussi, c'était cool. Donc on a Mark qui va faire part de ses remords à Art, donc le costumier, et poser encore une fois ces questions, mais quelle est la limite à la justice? Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir comme son père à travers ses actes, etc. Bon, Art, à travers son expérience, sa sagesse, il a vraiment un rôle de grand frère, hein, même si on ne le voit pas souvent. C'est vraiment intéressant, ces discussions avec Mark, elles sont toujours super profondes et super pertinentes pour son développement. Il lui fait comprendre en tout cas qu'il n'est pas comme son père. Rien que le fait qu'il éprouve des remords, qu'il vienne poser ses actes devant quelqu'un pour en discuter, ça prouve qu'il n'est pas comme son père. Bien que Omni-Man est en train de suivre le même cheminement. C'est drôle parce que au départ ils semblaient très éloignés les deux, et finalement ils sont en train, chacun sur le curseur, ils sont en train de se rapprocher, avec un Mark qui devient beaucoup plus sombre, beaucoup plus nuancé, et un Nolan également qui devient plus nuancé mais du côté de la lumière. C'est trop intéressant ce parallèle. On y reviendra plus tard dans d'autres reviews, je pense. Donc là, ni une ni deux, Mark, quand tu l'écoutes parler, t'as l'impression que c'est le diable. Quand on parle de manifestation, c'est clairement ce qu'il a fait parce que ça n'a pas attendu, il s'est fait invoquer littéralement par Satan. C'est une dinguerie. Bon, c'est pas exactement Satan qui l'a invoqué, en tout cas, c'est Damian. Damian, ce sataniste, donc va appeler Mark, même s'il voulait appeler Omni-Man au départ, Nolan, pour combattre à leur côté Volcanica. Ils vont lui expliquer que donc les enfers, hein, comme on les appelle communément dans notre monde et dans celui d'Invincible, c'est pas exactement ce que les humains pensent. C'est plus une autre dimension, une autre partie de ce monde qui est régie par d'autres entités en fait, tout simplement, et qu'il y a eu différentes ères à travers l'histoire. Ils sont actuellement à la 6e ère et toute la clique là des Satans et tout là, voilà, c'était dans la 4e si je dis pas de bêtises, ou la 3e, la 4e il me semble. Il leur explique que eux là, ce clan de Dark Blood, de démons, les Satans, tout ça là, c'est dans une autre ère. Ils viennent d'une autre ère et ils appartiennent entre guillemets au passé, bien qu'ils soient toujours présents. Ils ont donc appelé Mark pour les aider face à Volcanica, donc la nouvelle dirigeante des enfers entre guillemets, qui a pris la place du S-Word. Et là on part sur une quête, encore une fois MMORPG, un peu de donjon, où ils doivent aller récupérer un objet, ils vont affronter des PNJ, des Stormtroopers, voilà. Vous avez capté, ça passait assez vite à ce niveau-là. On a retrouvé le Invincible très gore, très sanglant, hein, avec Volcanica qui fait du sale à la famille Darkblood, les frères et sœurs donc de Damian, le sataniste, et donc ils finissent par obtenir donc la couronne du S-Word pour lui redonner. Ils vont donc confronter Volcanica pour la 1000e fois, après s'être fait poutrer à chaque fois, mais cette fois ils sont aux côtés d'Invincible. Ils vont réussir à la vaincre avec Invincible qui, encore une fois, va la tuer. Bon, elle est immortelle, mais dans son idée, il a tenté de la tuer plusieurs fois. Il lui a explosé le crâne et il s'est même posé la question,
comment elle est encore en vie. Donc là, c'est la confirmation invincible. Donc Mark Grayson est devenu un tueur de sang-froid. Il s'en fout. Maintenant, pour atteindre ses objectifs, il peut tuer. À la fin de tout ça, c'est intéressant, à la fin de ce mini-arc là des Dark Bloods, on a une conversation donc entre Damian et Mark. Il s'agit du paradis, de l'enfer, de toutes ces choses-là, toutes ces notions. Et ils vont avoir certains questionnements, certains sujets qui sont vraiment d'actualité, même dans notre monde. Le fait de faire du bien ou faire le mal. Est-ce qu'on le fait par intérêt? Est-ce qu'on le fait pas par crainte, par peur de l'enfer, ce genre de choses? Est-ce que faire le bien par soi-même, par pure bonté, hein, entre guillemets, ce serait pas ça qui créerait le paradis sur Terre et que ce serait pas juste une utopie? Et ça contraste bien parce que c'est un personnage qui a vraiment une allure démoniaque, hein, il faut le dire, qui amène ce genre de réflexion à Mark. Et encore une fois, je me répète, mais ce développement psychologique, ce développement de la vision du monde, des actions, des choses un peu manichéennes de Mark, il est super bien réalisé. Ça va pas trop vite, c'est pris avec des éléments marquants, des choses qui peuvent être des tournants pour sa vie, sachant que c'est un jeune homme, on peut vraiment s'identifier à ça. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les comics modernes, je sais pas ça date de quand exactement Invincible, mais ils ont cette force de pouvoir retranscrire des sujets d'aujourd'hui, des débats de notre société actuelle et de nous faire nous identifier à travers des personnages qui peuvent nous ressembler. Pas forcément sur le plan physique, etc. mais dans les conditions de vie, dans l'environnement. Et sur ça, dernièrement, il n'y a que Spider-Verse qui a fait aussi bien à ce niveau-là. Donc Mark a résolu une nouvelle affaire, il retourne sur Terre. Eve décide donc de lui annoncer enfin qu'elle est enceinte. Malheureusement, elle va être coupée. Et là, on sent que la véritable fin, entre guillemets, en tout cas le début de la fin va commencer. On a Allen et Omni-Man qui sont de retour sur Terre pour recruter Mark. Là, la scène de fin, là, elle était terrible, elle était incroyable. Je m'y attendais pas en plus, puisque je me suis dit, ils sont encore en train de faire leur quête annexe là. Non, ça a accéléré d'un coup. Ils sont de retour, la guerre va commencer. Le fight va vraiment débuter. Voilà pour les 4 premiers épisodes d'Invincible. Voilà, j'ai pas vraiment de théorie parce que je me suis fait spoil pas mal de choses honnêtement. Éviter les spoils Invincible, c'est devenu très chaud. Donnez-moi vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 4 premiers épisodes? Voilà, quels sujets vous ont vraiment intéressé, ceux que j'ai parlé par rapport à Mark au niveau de sa psychologie, au niveau de celle de Nolan, au niveau des recrues, l'Empire Viltrumite, est-ce que ça vous fait pas penser à certains événements dans l'histoire, certains empires, certains pays, pour pas trop citer? Voilà, en tout cas, Invincible brille de par sa justesse et de par sa capacité à retranscrire notre monde de manière froide et objective. C'est pour ça que je regarde en tout cas moi, parce que c'est pas des combats de fous furieux, c'est pas du Jujutsu Kaisen, pour donner que ça comme exemple. Montez dans le train en tout cas, je sens que la guerre va être sensationnelle et on se dit à la semaine prochaine.